Pendant 8 anniversaires consécutifs, mon mari a quitté la fête de notre fils plus tôt pour pouvoir célébrer le jour spécial de sa petite amie. Pour le 9e anniversaire de notre fils, la maison était vide. Le tribunal avait déjà tout décidé. La première chose que mon mari a vue cet après-midi-là n'était pas le gâteau d'anniversaire de notre fils. C'était un homme en costume gris qui marchait vers lui avec une enveloppe épaisse. Daniel venait de sortir d'un restaurant de grillades haut de gamme du centre-ville de Columbus, riant de quelque chose qu'une femme blonde à côté de lui avait dit. Elle avait encore une main passée dans son bras. Le voiturier avait à peine ramené son VUS que l'étranger s'est arrêté devant lui. Daniel Harper. Daniel a souri poliment. Oui. Vous avez reçu une assignation. Son sourire a disparu. La femme à côté de lui a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Daniel a jeté un coup d'œil au papier, son visage vidé de toute couleur. La demande de divorce avait déjà été approuvée par une procédure non contestée après des non-comparutions répétées et des procédures légales appropriées. Des ordonnances de garde temporaire étaient déjà en vigueur. La possession temporaire de notre domicile conjugal avait déjà été accordée. Les déclarations financières étaient jointes. Les dates d'audience qu'il avait ignorées parce qu'il ne prenait jamais la peine d'ouvrir le courrier recommandé étaient devenues des ordonnances définitives. Il a murmuré, presque pour lui-même, « Non, ce n'est pas possible. » Puis son téléphone a sonné. C'était moi. Pour la première fois en près de 10 ans, je n'ai pas demandé où il était. J'ai simplement dit, « Joyeux anniversaire à Ethan. » Puis j'ai raccroché. 3 heures plus tôt, notre jardin était rempli de ballons. Des serpentins bleus flottaient sur la clôture. Les voisins transportaient des chaises pliantes d'une cour à l'autre. Les enfants se poursuivaient à travers les arroseurs tandis que des hamburgers grésillaient sur le grill. Tout semblait exactement comme Ethan l'avait imaginé, sauf une chose. À quelques minutes d'intervalle, quelqu'un posait la même question. « Alors, où est Daniel ?» J'ai souri du même sourire étudié que je portais depuis des années. « Il ne viendra pas. » Personne n'a réalisé à quel point ces mots étaient littéraux. Pas cette fois. Plus jamais. Je m'appelle Claire Harper, et pendant 8 anniversaires consécutifs, j'ai regardé mon mari choisir une autre femme plutôt que notre fils. Pas une fois, pas 2 fois, 8 ans. Pendant longtemps, je me suis convaincu qu'il devait y avoir une explication raisonnable. Le travail, les clients, les réunions d'urgence, les conférences de vente. Après tout, Daniel était directeur régional des ventes pour une entreprise d'équipement médical. Son travail impliquait des voyages, des clients exigeants et des horaires imprévisibles. Du moins, c'est ce qu'il nous disait toujours. Je voulais le croire parce que le croire faisait moins mal que d'admettre la vérité. Ethan méritait un père. Je voulais désespérément qu'il en ait un. Quand Ethan a eu 1 an, Daniel est parti au milieu de la fête. « Je suis tellement désolé » a-t-il murmuré en boutonnant sa veste. Un de mes plus gros comptes d'hôpital menace de changer de fournisseur. Je dois régler ça. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et lui ai dit de conduire prudemment. Il a promis de revenir avant le gâteau. Il n'est pas revenu. L'année suivante, presque exactement la même chose s'est produite. Excuses différentes, même fin. Pour le 3e anniversaire d'Ethan, notre fils avait déjà appris à poser une question qui me brisait le cœur. « Papa revient. » Il essaiera, mon chéri. Quand bientôt? Le mot « bientôt » est devenu mon mot le moins préféré de la langue anglaise parce que les enfants y croient. Les adultes savent mieux. Nous vivions dans un lotissement tranquille à l'extérieur de Columbus où les voisins se connaissaient vraiment. Les soirs d'été sentaient l'herbe fraîchement coupée. Les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Les familles se saluaient depuis leur perron. C'était le genre de quartier où les fêtes d'anniversaire n'étaient pas des événements privés. Tout le monde venait. Madame Donnelly d'en face préparait toujours des biscuits supplémentaires. Les Thompson apportaient une salade de pommes de terre maison. Le coach Ramirez passait après l'entraînement de la petite ligue. Chaque année, il regardait Daniel partir. Chaque année, il faisait poliment semblant de ne pas remarquer. J'appréciais leur gentillesse. Je la détestais aussi. La pitié a une façon de faire en sorte que même la personne la plus forte se sente petite. Daniel était charmant. C'était une partie du problème.
Il se souvenait des anniversaires de mariage des parents de tout le monde. Il pouvait faire rire de parfaits inconnus dans un ascenseur. Il faisait des dons à des œuvres de bienfaisance locales, faisait du bénévolat lors des collectes de nourriture de l'entreprise. Tout le monde le décrivait de la même manière. Quel type formidable. J'étais d'accord. Puis j'ai commencé à faire attention à qui recevait la meilleure version de lui. Ce n'était pas nous. À la maison, il était distrait. Toujours en train de vérifier ses courriels, toujours en train de regarder son téléphone, toujours en train de dire « Donne-moi 5 minutes ». Ces 5 minutes ont duré des années. Quand Ethan a commencé la maternelle, il a dessiné un portrait de famille pour l'école. Il y avait 3 bonshommes allumettes. Moi, lui, un espace vide. Son enseignante a demandé doucement où était papa. Ethan a répondu sans lever les yeux. Au travail. Quand elle m'a montré le dessin plus tard lors des réunions parents-professeurs, j'ai souri poliment jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture. Puis j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Les enfants ne manquent pas dans leurs œuvres d'art. Ils révèlent simplement ce qu'ils ont accepté comme normal. Les anniversaires sont devenus douloureusement prévisibles. Daniel aidait à accrocher les décorations, riait avec les voisins, retournait les hamburgers, prenait des photos. Puis, vers 14 heures, son téléphone sonnait. Chaque année, il jetait un coup d'œil à l'écran. Toute son expression changeait. « Je suis désolé. Je dois y aller. Je me rattraperai auprès de lui. Je promets. » Les promesses sont devenues un bruit de fond. Pour le 7e anniversaire d'Ethan, il a cessé de demander si papa reviendrait avant le gâteau. Au lieu de cela, il a demandé tranquillement « Devrions-nous attendre ?» J'ai regardé mon fils debout à côté d'un gâteau d'anniversaire de super-héros, tenant un couteau en plastique dans une main. « Non, ai-je dit doucement. Nous ne devrions pas attendre. » Nous avons chanté sans Daniel à nouveau. Ce soir-là, Ethan s'est assis à côté de moi sur le perron. Les lucioles flottaient au-dessus de la cour. Papa travaille très dur. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il aime les anniversaires? Je me suis forcé à répondre avec précaution. Je pense que les adultes font parfois de mauvais choix. Est-ce que mon anniversaire est un mauvais jour? Je me suis retourné si vite que j'ai failli renverser mon thé glacé. Non. Alors pourquoi part-il toujours? Il y a des questions auxquelles aucun parent ne peut répondre sans briser son propre enfant. Alors je l'ai serré dans mes bras à la place. Parfois, le silence est plus doux qu'un mensonge. J'ai ignoré d'innombrables signaux d'alarme, des textos tard dans la nuit, des sourires secrets, des voyages d'affaires supplémentaires, un nouveau parfum, des reçus qui ne correspondaient jamais tout à fait à ses explications. Chaque fois que je remettais quelque chose en question, Daniel avait une réponse prête. « Tu ne me fais pas confiance? Je ne peux pas croire que tu penses ça. Tu imagines des choses. » Finalement, je me suis remise en question à la place. Peut-être que j'étais peu sûr de moi. Peut-être que le mariage devenait simplement une routine après suffisamment d'années. Peut-être que chaque couple traversait des saisons comme celle-ci. Le déni est étonnamment confortable jusqu'à ce que la réalité refuse de rester cachée. Tout a changé 3 semaines après le 8e anniversaire d'Ethan. Daniel était parti comme d'habitude. Il est revenu vers minuit, portant une boîte de pâtisserie coûteuse. J'ai pris ça pour demain. J'ai hoché la tête. Après sa douche, j'ai nettoyé la cuisine. La boîte de pâtisserie s'est accidentellement renversée. À l'intérieur se trouvait un reçu. Le gâteau n'était pas pour nous. Message différent, nom différent. Joyeux jour spécial, le reçu incluait un cachet de validation de restaurant. Linden & Oak Steakhouse. Je l'ai regardé fixement. Quelque chose me semblait familier. Le lendemain matin, en équilibrant notre chéquier avec de vieux reçus, j'ai trouvé un autre reçu de restaurant. Même endroit, 1 an plus tôt, même date. Un autre de 2 ans auparavant, même restaurant, même anniversaire, même soirée. Daniel prétendait qu'il sauvait une relation client importante. 3 reçus sont devenus 4, puis 5. Mes mains ont commencé à trembler. Chaque anniversaire, exactement le même restaurant, exactement la même heure, exactement le même acte de disparition. Ce n'était pas le travail. Le travail ne réserve pas la même table de coin romantique chaque année.
Quelqu'un d'autre le faisait. Je me suis assise seule dans ma cuisine avec 8 ans de souvenirs s'écrasant en une réalisation terrifiante. Quelqu'un avait célébré quelque chose chaque année le jour de l'anniversaire de mon fils. Et au fond de moi, avant de trouver une seule photographie ou d'apprendre un seul nom, je savais déjà que mon mariage partageait cette date avec une autre femme. Je n'ai pas confronté Daniel. Cela m'a même surprise. Des années plus tôt, j'aurais probablement claqué le reçu sur la table de la cuisine et exigé une explication. J'aurais pleuré, crié et l'aurais supplié de me dire la vérité. Mais quelque chose avait changé la nuit où j'ai trouvé ces reçus. Ce n'était pas que je l'aimais moins. C'était que je faisais plus confiance à mes instincts. S'il y avait une explication, les faits la révéleraient. S'il n'y en avait pas, aucun argument au monde ne pourrait nous sauver. Le lendemain matin, Daniel m'a embrassé sur le front avant de partir au travail. Je serai à la maison tôt ce soir. J'ai souri. Conduis prudemment. Il a souri en retour sans la moindre trace de culpabilité. Le regarder partir semblait surréaliste. L'homme avec qui j'avais partagé près de 12 ans de mariage avait exactement la même apparence. Même chemise bleue repassée, même mallette en cuir, même alliance. Pourtant, j'ai soudain réalisé que je n'avais aucune idée de l'endroit où il allait réellement. Après que son VUS ait disparu au coin de la rue, je suis rentré à l'intérieur et j'ai étalé chaque reçu que j'avais trouvé sur la table de la salle à manger. Les schémas. Les gens mentaient souvent. Les schémas presque jamais. Ce week-end-là, j'ai téléchargé tous les relevés de cartes de crédit auxquels je pouvais légalement accéder. À première vue, tout semblait ordinaire. Station-service, épicerie, quincaillerie, restaurant avec des collègues, frais d'hôtel liés à des conférences. Puis j'ai commencé à surligner les anniversaires. Le premier d'Ethan, le deuxième, le troisième. Chaque anniversaire montrait un dîner coûteux. Toujours après que Daniel ait quitté notre maison. Toujours à moins de 15 miles du centre-ville de Columbus. Parfois l'Inden and Oak. Parfois un autre restaurant haut de gamme surplombant la rivière Scioto. Jamais de restaurants familiaux. Jamais d'endroit où l'on emmènerait un enfant. J'ai fait un carnet. Date, heure, restaurant, montant. Chaque page était presque identique. Quiconque il rencontrait appréciait clairement la tradition. Daniel aussi, juste pas les traditions qui appartenaient à notre famille. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué autre chose. Des fleurs. Chaque mois d'août, de gros achats chez le même fleuriste. Les frais de carte apparaissaient 1 ou 2 jours avant l'anniversaire d'Ethan. J'ai appelé le fleuriste en prétendant vérifier une ancienne commande pour notre anniversaire de mariage. La jeune employée s'est excusée. « Je suis désolé, madame. Nous ne pouvons pas discuter des achats d'un autre client. » Un autre client? Pas le compte de votre mari. Juste un autre client. Elle avait involontairement confirmé exactement ce dont j'avais besoin. Un samedi après-midi, alors que Daniel prétendait rendre visite à un client de l'hôpital, j'ai ouvert Facebook. Je ne cherchais personne en particulier. J'ai cherché les restaurants à la place. Les gens aimaient poster des photos de dîners coûteux. Après presque 1 heure de défilement des publications publiques, une photo a attiré mon attention. Une femme blonde se tenait à côté d'une table éclairée aux chandelles. Champagne, rose rouge, un gâteau au chocolat. Sa légende disait, mon jour préféré de l'année. Chaque année, il arrive encore à me faire sentir choisi. La date m'a glacé. 14 août, l'anniversaire d'Ethan. J'ai cliqué sur son profil. Emily Lawson, 34 ans, agent immobilier, divorcé, pas d'enfant, des centaines de photos souriantes, vacances à la plage, dégustation de vin, hôtel de luxe. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que je regarde les dates. Chaque 14 août, chaque année, un autre dîner romantique, une autre célébration mystérieuse, sans jamais mentionner qui prenait la photo, sans jamais identifier personne. Pourtant, quelqu'un était clairement derrière l'appareil photo. J'ai ouvert une autre fenêtre de navigateur, puis une autre. Site web de restaurant, anciens albums promotionnels, galerie de photos de clients. Cela a pris plusieurs soirées, mais finalement je l'ai trouvé. Daniel à l'arrière-plan d'un événement d'anniversaire d'un restaurant. Emily était assise en face de lui. Leurs mains reposaient ensemble sur la table. Aucun des deux n'a remarqué le photographe.
Ce n'était pas la preuve d'une liaison, mais ce n'était pas innocent non plus. Mon estomac s'est noué. J'ai agrandi la photo jusqu'à ce que l'image devienne floue. Puis j'ai reconnu la cravate de Daniel. Il avait porté cette même cravate à la fête d'anniversaire d'Ethan plus tôt cet après-midi-là. Je n'ai toujours rien dit. Au lieu de cela, j'ai appelé un avocat, non pas parce que je voulais un divorce, parce que je voulais comprendre mes options avant que les émotions n'obscurcissent mon jugement. L'avocate a écouté tranquillement pendant que j'expliquais tout. Puis elle a posé une question simple. Voulez-vous des réponses ou des preuves? J'ai hésité. Je pense que j'ai besoin des deux. Elle a hoché la tête. Alors ne le confrontez pas encore. Ces 4 mots ont changé la direction de ma vie. Une semaine plus tard, j'ai engagé un détective privé agréé. Son nom était Mark Reynolds, ancien détective de police. Calme, méthodique. Il n'a pas promis de révélations spectaculaires. Il a promis de la documentation. Les liaisons ne sont généralement pas découvertes par une seule grosse erreur, m'a-t-il dit. Elles sont découvertes parce que les gens répètent des habitudes confortables. Daniel en avait certainement. L'enquête a duré 6 semaines. Tous les quelques jours, Mark envoyait une brève mise à jour par courriel. Rien d'émotionnel, juste des faits, des photographies, des horodatages, des adresses, des réservations de restaurants, des enregistrements d'hôtels. Un vendredi après-midi, il m'a invité à son bureau. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Je pense que vous devriez lire ceci ici. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Daniel tenant la main d'Emily en se promenant dans le zoo de Columbus pendant les illuminations de Noël. Daniel portant des sacs de course à Easton Town Center. Daniel l'embrassant à l'extérieur d'un immeuble en copropriété. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mark m'a tranquillement tendu un verre d'eau. Je suis désolé. J'ai regardé les photographies pendant ce qui m'a semblé des heures. 9 ans. Près de 9 ans. Pas une amourette. Pas une erreur. Une seconde vie. La partie la plus étrange n'était pas la trahison. C'était à quel point tout semblait ordinaire. Ils ne se cachaient pas dans des ruelles sombres. Ils allaient au marché de producteurs, aux concerts en plein air, au festival de week-end, au café, des endroits normaux. Ils se comportaient comme un couple parfaitement ordinaire parce que dans leur monde, ils l'étaient. Je m'attendais à découvrir une autre famille, peut-être un autre enfant. Curieusement, ce n'était pas le cas. Emily n'avait pas d'enfant. Elle n'avait jamais épousé Daniel. Elle n'attendait pas qu'il me quitte. Selon Mark, plusieurs amis croyaient que Daniel était séparé. D'autres supposaient qu'il voyageait simplement constamment pour le travail. Il avait construit différentes versions de lui-même en fonction de qui posait la question. La prise de conscience m'a glacé. Mentir était devenu sans effort. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Ethan était assis au comptoir de la cuisine en train de finir ses devoirs de mathématiques. Il a souri. « Maman, peux-tu m'aider avec les fractions ?» Je me suis assise à côté de lui. Pendant près d'1 heure, nous avons travaillé sur la multiplication, la division et les parts de pizza. Il a ri quand j'ai dessiné des cercles tordus. Pendant un petit moment, la vie a semblé merveilleusement normale. Puis, Daniel a franchi la porte d'entrée. « Salut, mon pote. » Ethan a levé les yeux avec espoir. « Tu viens à mon entraînement de baseball demain ?» Daniel s'est figé pendant une demi-seconde. J'ai serré. J'ai regardé le sourire d'Ethan se rétrécir, pas disparaître, se rétrécir. Les enfants deviennent des experts pour abaisser les attentes. Cela se produit tranquillement, une déception à la fois. Le lendemain après-midi, Daniel n'est jamais venu. Il a envoyé un texto 15 minutes avant l'entraînement. Réunion client d'urgence. Dis à Ethan que je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé mon fils scanner le parking toutes les quelques minutes tout en s'échauffant avec ses coéquipiers. Le coach Ramirez a finalement posé une main douce sur l'épaule d'Ethan. Prêt à jouer, champion? Ethan a hoché la tête, mais ses yeux continuaient de dériver vers l'entrée. Ce soir-là, il s'est assis à côté de moi sur les marches arrière. Les cigales bourdonnaient dans les arbres. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs minutes. Finalement,
il a posé la question que je redoutais. Maman. Oui, mon chéri. Si papa m'aime, sa voix s'est brisée. Pourquoi suis-je toujours le deuxième? Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Parce que pour la première fois, je connaissais la vérité. Daniel ne manquait pas les anniversaires à cause du travail. Il ne manquait pas les matchs à cause d'urgence. Il ne manquait pas la vie de notre fils parce qu'il n'avait pas le choix. Il faisait un choix, encore et encore et encore. J'ai passé mon bras autour des épaules d'Ethan. Il s'est appuyé contre moi sans un autre mot. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits, j'ai fait silencieusement une promesse que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'arrêterai de protéger l'homme qui continuait de blesser mon fils. À partir de ce moment, je ne protégerai que mon fils. Le lendemain matin où Ethan m'a demandé pourquoi il était toujours le deuxième, j'ai cessé de penser comme une épouse. J'ai commencé à penser comme une mère. Cette distinction a tout changé. Pendant des années, chaque décision que je prenais tournait autour de sauver mon mariage. J'excusais le comportement de Daniel parce que je croyais que les enfants avaient besoin de leurs deux parents sous un même toit. Mais ce dont Ethan avait besoin, ce n'était pas de deux adultes partageant une maison. Il avait besoin d'au moins un adulte en qui il pouvait avoir confiance. J'avais l'intention d'être cette personne. J'ai appelé mon avocate avant même que Daniel ne parte au travail. Son nom était Suzanne Whitmore. Et après près de 30 ans de pratique du droit de la famille en Ohio, très peu de choses la surprenaient encore. Elle a écouté patiemment pendant que je décrivais la question d'Ethan de la veille au soir. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Claire, les tribunaux n'attendent pas des parents parfaits. Je sais. Ils attendent des parents qui se présentent constamment. Ces mots se sont installés au plus profond de moi. Je ne me préparais pas à punir Daniel. Je me préparais à protéger Ethan. Il y avait une différence très importante. Suzanne m'a demandé de commencer à tout documenter. Pas émotionnellement, factuellement. Pensez comme un calendrier, a-t-elle dit. Date, heure, événement, pas d'opinion. Alors, j'ai acheté un carnet noir uni. La première page lisait le journal. Chaque entraînement de baseball manqué, chaque week-end, chaque événement scolaire oublié, chaque texto qui disait en retard, chaque message vocal promettant « je me rattraperai ». Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas ajouté de commentaires dramatiques. J'ai simplement écrit ce qui s'était passé. La vérité n'avait pas besoin d'embellissement. C'était déjà assez déchirant. Bientôt, le carnet s'est rempli plus vite que je ne l'avais prévu. Septembre. Daniel a manqué la journée portes ouvertes d'Ethan à cause d'un dîner client qui a duré toute la nuit. Octobre. Il a promis de sculpter des citrouilles avec nous, mais a annulé 2 heures avant. Novembre. Il a manqué la conférence parents-professeurs. Décembre. Il est arrivé à la moitié du concert de Noël de l'école primaire d'Ethan. À ce moment-là, la chorale des enfants avait déjà terminé la chanson qu'Ethan avait pratiquée pendant près de 2 mois. Ce soir-là, Ethan a soigneusement plié son gilet de cœur rouge et l'a remis dans sa housse à vêtements. « J'ai cherché papa pendant la première chanson », a-t-il dit doucement. « Je suis désolé, mon chéri. » Ce n'est pas grave. Non, ça ne l'était pas. Les enfants ne devraient jamais devenir des experts pour prétendre que la déception ne fait pas mal. La semaine suivante, Suzanne m'a demandé de rassembler les dossiers scolaires, les présences, les bulletins, les formulaires de contact d'urgence, les courriels des enseignants. En triant des années de paperasse, un autre schéma a émergé. Chaque contact d'urgence me listait en premier, Daniel en deuxième. Pourtant, presque tous les enseignants communiquaient exclusivement avec moi. Non pas parce qu'ils n'aimaient pas Daniel, parce que l'expérience leur avait appris que je répondrais. J'ai assisté à chaque conférence, chaque collecte de fonds, chaque foire scientifique, chaque soirée de lecture. Personne ne l'avait intentionnellement exclu. Il s'était tranquillement exclu lui-même. Pendant ce temps, Daniel continuait exactement comme il l'avait toujours fait. Si quoi que ce soit, il semblait plus détendu que jamais. Peut-être parce que j'avais arrêté de poser des questions. Il a pris mon silence pour de l'acceptation. Un vendredi soir, il est entré dans la cuisine en souriant. « J'ai de bonnes nouvelles. »« Qu'est-ce que c'est ?
Je nous ai réservé des vacances en famille pour le printemps prochain. Ethan a levé les yeux de la table. Vraiment? Tu parles, mon pote. Tu viendras tout le temps? Daniel a ri. Bien sûr. Ethan a souri. J'ai souri aussi. Non pas parce que je le croyais, parce que je savais exactement combien de promesses remplissaient déjà mon carnet. Le printemps n'est jamais venu pour ses vacances. 3 semaines avant notre départ prévu, Daniel a annulé. Un de nos plus gros comptes a déplacé la réunion. Ethan se tenait dans le couloir tenant une brochure du complexe hôtelier. Il n'a pas pleuré. Il l'a simplement pliée en deux, puis de nouveau en deux. Finalement, il l'a glissée dans la poubelle de la cuisine. Je me doutais bien. Cette seule phrase a fait plus mal que des larmes n'auraient jamais pu le faire. L'espoir était devenu trop cher pour lui. Suzanne m'a également encouragé à renforcer ma propre situation financière, non pas secrètement, mais légalement. J'ai réactivé ma licence d'enseignement après des années de remplacement et j'ai accepté un poste à temps plein d'enseignante de 4e année dans une école primaire voisine. Le revenu stable n'était pas glamour, mais il était fiable. J'ai augmenté mes cotisations de retraite, ouvert un compte d'épargne individuel, révisé notre budget familial. Rien de tout cela ne ressemblait à de la vengeance. C'était comme apprendre à me tenir sur mes propres pieds. Pendant trop longtemps, j'avais confondu la dépendance avec la sécurité. Ce n'était pas la même chose. Un samedi après-midi, ma sœur cadette, Megan, est venue m'aider à organiser de vieilles boîtes au sous-sol. Elle a remarqué les dossiers étalés sur le sol. « Tu as été occupé. » J'ai hoché la tête. Je fais enfin attention. Elle s'est assise à côté de moi. Je voulais te le dire il y a des années. Je l'ai regardée. Quoi? J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas. Tu savais que je me doutais. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle a soupiré. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un y faisait allusion, tu le défendais. Elle ne m'accusait pas. Elle disait la vérité. Je me suis souvenu de toutes les fois où des amis m'avaient poliment demandé si Daniel voyageait trop. Tous les moments où j'avais ri et insisté sur le fait que son travail était exigeant. L'amour a une étrange façon de modifier la réalité. Parfois, nous devenons co-auteurs de notre propre déni. Le détective privé a continué à envoyer des rapports occasionnels. Plus rien ne me surprenait. Réservation de dîner, voyage de week-end, un concert à Cincinnati, un festival du vin près de Cleveland. Daniel et Emily avaient l'air à l'aise ensemble. Ils avaient l'air rodés. Il n'y avait pas de frisson du secret dans les photographies, seulement de la routine. Curieusement, cela a rendu la trahison encore plus profonde. Il n'était pas tombé dans une autre relation. Il en avait maintenu une, année après année. Un soir, Daniel est entré dans le salon pendant qu'Ethan et moi construisions une fusée miniature pour un projet scolaire. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Devoir de science, a dit Ethan. Daniel a pris une des fiches d'instruction. Ça a l'air amusant. Ça l'est. J'aiderai demain. Ethan a hésité. Promis? Daniel a souri avec confiance. Promis. Le lendemain soir, son bureau a appelé avec une autre urgence. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu. Alors Ethan et moi avons terminé la fusée nous-mêmes. Quand nous l'avons lancée à l'école une semaine plus tard, elle s'est envolée à près de 300 pieds dans les airs. Les parents ont applaudi. Les enfants ont applaudi. J'ai enregistré tout le lancement sur mon téléphone. Daniel n'a même jamais demandé comment ça s'était passé. Tard un soir, après que Daniel se soit endormi à côté de moi, son téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran s'est allumé. Un message est apparu. J'ai hâte d'être à nouveau à notre jour spécial, je compte les semaines. Il n'y avait pas de nom, juste un emoji en forme de cœur. Je n'ai pas pris le téléphone. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui l'avait envoyé. Au lieu de cela, j'ai regardé l'homme qui dormait paisiblement à côté de moi. Pendant des années, je l'avais supplié de nous choisir. Maintenant, j'ai réalisé quelque chose de libérateur. Je ne pouvais pas forcer quelqu'un à devenir le mari ou le père qu'il refusait d'être, mais je pouvais décider combien de temps encore Ethan et moi vivrions dans l'ombre de ses choix. Le carnet sur ma commode devenait plus épais.
L'épreuve devenait impossible à ignorer. Et pour la première fois depuis des années, je ne craignais plus ce qui allait suivre parce que je ne me préparais pas à un combat. Je me préparais à un avenir construit non pas sur des promesses, mais sur la présence. Quelques jours plus tard, alors qu'Ethan et moi mangions une pizza après un de ces matchs de baseball, mon téléphone a vibré. C'était un autre message de Daniel. Désolé, une autre urgence. Dis à Ethan que je viendrai au prochain. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Mon fils riait avec de la graisse sur le menton après m'avoir raconté une blague sur son entraîneur. Il n'avait même pas demandé où était son père. J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main sans répondre. Puis j'ai souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que pour la première fois en près de 9 ans, j'avais arrêté de croire aux mensonges. Et une fois que vous arrêtez de croire à un mensonge, il perd le pouvoir de contrôler votre vie. Au moment où le 9e anniversaire d'Ethan est arrivé, je n'attendais pas que Daniel nous déçoive. J'attendais qu'il soit exactement celui qu'il avait toujours été. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de la préparation. Il y a une sorte de paix tranquille qui vient de l'acceptation de la réalité au lieu de se disputer avec elle. Pendant des années, je m'étais épuisé à essayer de convaincre Daniel de devenir le père que notre fils méritait. Maintenant, j'acceptais simplement qu'il ne le ferait pas. Et parce que je l'acceptais, je pouvais enfin prendre des décisions basées sur des faits au lieu d'espoir. 3 semaines avant la fête, j'ai rencontré Suzanne Whitmore dans son bureau. Elle a fermé le dossier devant elle et a croisé les mains. « Claire, en êtes-vous absolument certaine ?» J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit. Elle m'a regardé pendant un long moment. Il ne s'agit plus de la liaison, n'est-ce pas? Non, il s'agit d'Ethan. Oui. Elle a souri tristement. Alors nous sommes prêtes. Au cours des mois précédents, nous avions rassemblé tout ce dont nous avions besoin. Dossiers scolaires, photographies, témoignages, mon journal de parents, documents financiers, les rapports du détective privé, relevés téléphoniques, reçus de courriers recommandés. Chaque pièce s'emboîtait comme un puzzle qui avait mis des années à être complété. Suzanne n'était pas intéressée à humilier Daniel. Moi non plus. Le tribunal de la famille n'était pas une scène pour la vengeance. C'était un endroit où les juges essayaient de déterminer quel arrangement servait le mieux un enfant. C'était devenu notre seul objectif. Pendant ce temps, Daniel était occupé à faire des promesses. Il est entré dans la cuisine un soir en portant un catalogue de pâtisserie. Quel genre de gâteau Ethan veut-il cette année? J'ai levé les yeux de mes corrections. Tu devrais lui demander. Il a appelé dans le salon. Mon pote. Ethan est arrivé en courant. Quel parfum? Chocolat. C'est noté. Je le prendrai moi-même. Ethan a souri. Tu seras vraiment là. Daniel a ri. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai regardé le visage d'Ethan s'illuminer. Puis j'ai tranquillement détourné le regard. Je ne pouvais pas supporter d'emprunter de l'espoir à des promesses que l'histoire avait déjà démenties. Nous avons organisé la plus grande fête d'anniversaire qu'Ethan ait jamais eue. Des voisins se sont portés volontaires pour aider. Le coach Ramirez a apporté une cage de frappe portable. Madame Donnelly a préparé 3 douzaines de biscuits. Ma sœur Megan a organisé des jeux pour les plus jeunes enfants. Même l'enseignante de 4e année d'Ethan est passée avec un kit de science en cadeau. Notre jardin ressemblait à quelque chose d'un magazine de quartier. Des ballons colorés s'étendaient sur la clôture. Des serpentins bleus et argentés pendaient de l'érable. La musique flottait dans la cour. Les enfants riaient en se poursuivant avec des ballons d'eau. Tout semblait chaleureux, normal, exactement l'enfance que je voulais qu'Ethan se souvienne. Daniel a joué le rôle à la perfection. Il a retourné les hamburgers. Il a serré la main des voisins. Il a posé pour des photos de famille. Il a même passé 20 minutes à lancer un ballon de football avec Ethan. Les regarder ensemble faisait presque mal parce que Daniel n'était pas incapable d'être un bon père. Il choisissait simplement quand cela lui convenait. Vers 13h30, le coach Ramirez s'est approché de moi. Il semble différent aujourd'hui. J'ai souri poliment. Je l'espère. Je pense qu'Ethan en avait besoin. Moi aussi. Pendant un moment impossible,
Je me suis demandé si je m'étais trompé. Peut-être que Daniel avait enfin réalisé ce qui comptait. Peut-être que cet anniversaire serait différent. Puis, à exactement 14h14, son téléphone a vibré. Je n'avais pas besoin de voir l'écran. Je savais déjà. Daniel a jeté un coup d'œil vers le bas. Son sourire s'est estompé. La même expression, la même pose, la même performance que j'avais regardée pendant 8 années consécutives. Il a glissé le téléphone dans sa poche et s'est dirigé vers moi. Je déteste ça. Je n'ai rien dit. Mon plus gros client a une urgence. Toujours rien. Je ne serais parti que quelques heures. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ethan est sur le point de couper le gâteau. Je sais. Tu as promis. Je reviendrai. La voilà de nouveau. La promesse. La même phrase vide habillée de mots différents. Je me suis écarté. Alors vas-y. Il a cligné des yeux. C'est tout? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Il a hésité. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il pourrait rester. Au lieu de cela, il s'est penché et a embrassé Ethan sur le dessus de la tête. Je reviens tout de suite, mon pote. Ethan a souri. D'accord, papa. Puis Daniel a franchi le portail latéral, est monté dans son VUS et est parti. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a poursuivi. Nous l'avons simplement regardé partir à nouveau. 10 minutes plus tard, j'ai rassemblé tout le monde autour de la table de pique-nique. Qui est prêt pour le gâteau? Les enfants ont applaudi. Ethan a regardé vers l'allée. On devrait attendre un peu. Je me suis agenouillé à côté de lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a regardé les bougies, puis de nouveau vers la rue. Finalement, il a pris une profonde inspiration. Je ne veux pas que tout le monde attende à cause de moi. Mon cœur s'est brisé à nouveau. J'ai serré son épaule. Alors célébrons. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Les voisins ont souri. Les enfants ont applaudi. Ethan a soufflé les bougies. Il y avait une chaise vide à côté de lui, comme chaque autre année. Seulement cette fois, j'avais déjà décidé que ce serait la dernière chaise vide qui définirait nos vies. De l'autre côté de la ville, Daniel s'est garé devant le Linden Dog Steakhouse. Le même restaurant, la même réservation, la même femme. Émilie l'a accueilli avec une étreinte. Je pensais que tu n'arriverais jamais. J'ai failli rester. Elle a ri. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je te l'ai dit. Le 14 août nous appartient. Il a souri. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre cette année? La même chose que nous célébrons chaque année. Aucun d'eux n'a réalisé que pendant qu'il commandait du champagne, le reste de la vie de Daniel changeait tranquillement. À 15h05 précise, Suzanne m'a appelé. C'est fait. Je suis sorti sur le porche arrière. Vous l'avez trouvé. Il a été signifié en personne alors qu'il quittait le restaurant. J'ai fermé les yeux. Comment a-t-il réagi? Choqué. J'imagine. Les ordonnances temporaires sont déjà déposées. Les protections financières sont en place. L'audience de garde est prévue. Il ne peut pas disposer des biens matrimoniaux sans l'approbation du tribunal. J'ai pris une lente inspiration. Et la maison? Vous avez l'occupation exclusive temporaire à compter d'aujourd'hui. Tout avait été géré légalement, avec soin. Des semaines de planification avaient assuré que chaque document était déposé dans le bon ordre. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas de dispute hurlante, seulement de la paperasse. Parfois, la justice arrive tranquillement. Vers 18h ce soir-là, les invités ont commencé à rentrer chez eux. Megan a aidé à empiler les chaises pliantes. Le coach Ramirez a chargé les glacières dans son camion. Madame Donnelly a serré Ethan dans ses bras avant de partir. C'était une belle fête. C'en était une, ai-je convenu. Après que la course soit vidée, Ethan a transporté ses cadeaux à l'intérieur. Maman? Oui. Tu penses que papa est resté coincé au travail? J'ai regardé mon fils. J'ai refusé de mentir davantage. Je pense que ton père a fait un choix aujourd'hui. Il a étudié mon visage.
Puis il a lentement hoché la tête. Je pense aussi. Ces mots semblaient bien plus vieux que 9 ans. Juste après le coucher du soleil, mon téléphone a sonné. Daniel. J'ai répondu. Qu'est-ce qui se passe, bordel, a-t-il crié. Je suis resté calme. Tu as reçu une assignation. Tu as planifié ça. J'ai prévu d'arrêter de laisser Ethan croire à des promesses non tenues. Tu as changé les serrures. Le tribunal a accordé la possession temporaire. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi. C'est le tribunal. Il y a eu un silence, pour la première fois depuis que je le connaissais. Daniel n'avait aucune explication, aucune excuse, aucune réunion client, aucune urgence, juste des conséquences. Quelques minutes plus tard, les images de la caméra de sécurité ont montré son VUS s'engageant dans notre allée. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, portant le même sac de voyage qu'il emportait toujours pour ses mystérieux voyages d'affaires. Sa clé ne fonctionnait plus. Il est resté là, fixant la serrure. Puis il a remarqué l'enveloppe soigneusement scotchée à côté de la porte. À l'intérieur se trouvait une copie certifiée de l'ordonnance du tribunal. Il l'a lue une fois, puis une autre, ses épaules s'affaissant lentement. La maison n'était pas vide parce que j'étais parti. Elle était vide parce qu'après 9 ans à choisir d'être ailleurs, il était finalement rentré chez lui pour découvrir qu'il n'y avait plus de foyer qui l'attendait. Les gens imaginaient un divorce comme un moment explosif, une dispute hurlante, une porte claquée, quelqu'un jetant des assiettes à travers la cuisine. Ce n'était pas notre histoire. Notre histoire s'est déroulée dans des salles de conférence, des cabinets d'avocats et des salles d'audience où les gens parlaient tranquillement, même lorsque la vérité était dévastatrice. La chose la plus bruyante dans ces pièces n'était la voix de personne. C'était le poids des années qui ne pouvait plus être ignoré. Daniel a passé les premières semaines après avoir été assigné à essayer de convaincre tout le monde que j'avais réagi de manière excessive. Il a appelé, il a envoyé des textos, il a laissé des messages vocaux. Claire, nous pouvons arranger ça. Tu fais exploser notre famille. Pense à Ethan. Ce dernier m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que pour la première fois depuis des années, je pensais réellement à Ethan. Chaque décision que j'avais prise était pour lui, pas contre Daniel, pour notre fils. Je n'ai répondu que par l'intermédiaire de mon avocate, non par cruauté, mais parce que chaque conversation était soudainement devenue partie d'un processus légal. L'émotion pouvait attendre. Les faits ne le pouvaient pas. Daniel a engagé un avocat expérimenté en divorce. Son nom était Richard Collins. D'après tout ce que Suzanne m'a dit, Richard était respecté, pratique et honnête avec ses clients. Lors d'une conférence de règlement, Richard a demandé une conversation privée avec Suzanne avant la reprise des négociations. Plus tard dans l'après-midi, Suzanne m'a appelé. Vous apprécierez ceci. Que s'est-il passé? Richard a demandé si nous serions disposés à régler sans présenter de preuves sur la liaison. Je suis resté silencieuse un moment. Que as-tu dit? Je lui ai dit que la liaison n'est pas la pièce maîtresse de notre affaire. Elle ne l'a jamais été. Je sais. Elle a fait une pause. Il avait l'air surpris. La plupart des gens supposaient que l'infidélité serait le fondement de notre argumentation. Ce n'était pas le cas. Les tribunaux de la famille de l'Ohio ne punissent pas automatiquement quelqu'un pour avoir eu une liaison. Suzanne me l'avait expliqué des mois plus tôt. La question devant le tribunal n'était pas de savoir si Daniel avait aimé une autre femme. C'était de savoir s'il avait constamment agi dans le meilleur intérêt d'Ethan. Et malheureusement pour Daniel, 9 ans avaient déjà répondu à cette question. La première audience a duré moins d'1 heure. Le juge a examiné les arrangements de garde temporaire et a demandé aux 2 avocats si des preuves supplémentaires seraient présentées. Suzanne s'est levée. Oui, votre honneur. Elle a présenté des calendriers, des registres de présence, des rendez-vous médicaux, des documents scolaires, mon journal de parents, des photographies, des messages textes. Chaque élément en soi semblait ordinaire. Ensemble, ils racontaient une histoire déchirante. Un père qui était progressivement devenu un visiteur dans la vie de son propre fils. Daniel était assis à la table opposée, fixant les documents. Je me suis demandé s'il les voyait pour la première fois ou s'il les voyait simplement honnêtement pour la première fois. Plusieurs semaines plus tard a eu lieu l'audience de garde. Contrairement aux salles d'audience de la télévision,
il n'y avait pas d'objection dramatique toutes les quelques minutes, pas de témoins surprises faisant irruption par les portes, juste des questions patientes, des réponses prudentes. Suzanne a d'abord appelé le coach Ramirez. Il a ajusté sa cravate avant de prendre la barre des témoins. Depuis combien de temps connaissez-vous la famille Harper? Environ 5 ans. Et pendant ces années, qui assistait régulièrement aux entraînements d'Ethan? Claire. Et Daniel? Le coach a hésité. Je l'ai vu une poignée de fois. Une poignée de fois sur 5 saisons. Oui. Il avait l'air vraiment mal à l'aise de le dire. J'aimerais que ma réponse soit différente. Ensuite est venue l'enseignante de 4e année d'Ethan. Madame Anderson portait un dossier contenant des fiches de présence des conférences, des événements scolaires et des activités de bénévolat. Suzanne a demandé doucement, qui communiquait normalement avec l'école? Claire. Monsieur Harper a-t-il participé? Très rarement. Madame Anderson ne critiquait pas Daniel. Elle répondait simplement aux questions. La vérité a une façon de paraître presque ennuyeuse jusqu'à ce que vous réalisiez combien de dommages la négligence ordinaire peut causer. Puis est venu le témoignage que je redoutais le plus. Le thérapeute d'Ethan. Après des mois de conseils, Ethan avait lentement appris à exprimer des sentiments qu'il avait enfouis pendant des années. Le thérapeute n'a jamais révélé de conversation confidentielle au-delà de ce que le tribunal avait autorisé. Au lieu de cela, elle a parlé de manière générale des enfants qui subissent des déceptions parentales répétées. Elle a expliqué comment les absences prévisibles créaient souvent de l'anxiété, du doute de soi, de la peur du rejet. Les enfants se blâmaient fréquemment même lorsqu'ils n'avaient rien fait de mal. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu Daniel baisser la tête. Pour la première fois, il avait l'air honteux. Pas sur la défensive. Honteux. Pendant une suspension de séance, Daniel s'est approché de moi dans le couloir. Son avocat se tenait à plusieurs mètres de distance, nous laissant respectueusement de l'espace. Claire. Je me suis retourné. Ses yeux semblaient fatigués. Il y avait des cernes sous eux que je n'avais jamais remarquées auparavant. Je n'ai jamais voulu le blesser. J'ai répondu tranquillement. Je te crois. Il a semblé surpris. Vraiment? Oui. Je pensais que tu me détestais. Je ne te déteste pas. J'ai fait une pause. Mais les intentions n'élèvent pas les enfants. Il a regardé le sol. Je n'arrêtais pas de penser que je me rattraperais plus tard. On n'a pas de eu plus tard avec l'enfance. Il n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de réponse. Une semaine avant l'audience finale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Émilie l'a quitté. Je ne l'ai pas appris par des commérages. Suzanne l'a mentionné en examinant les déclarations financières. Apparemment, Daniel avait emménagé dans un appartement meublé après avoir perdu l'accès à la maison. Émilie ne l'avait pas invité à emménager. Leur relation, qui avait survécu à près de 9 ans de secret, s'est effondrée en quelques semaines de vie ordinaire. Plus de dîners romantiques cachés entre les mensonges. Plus d'après-midi soigneusement programmés. Seulement des factures d'avocats, des rendez-vous de conseil, des conséquences partagées. Je ne me sentais pas victorieuse, juste triste. Pas pour la relation. Pour les années que tout le monde avait gaspillées à courir après des illusions. L'audience finale a été plus courte que prévu. À ce moment-là, la plupart des preuves avaient déjà été présentées. Le juge a résumé l'affaire avec soin. Il a reconnu que les deux parents aimaient clairement Ethan. Puis, il a souligné quelque chose qui faisait écho aux mots de Suzanne des mois plus tôt. L'amour en soi n'est pas suffisant. La salle d'audience est tombée dans le silence. Le tribunal doit prendre en considération la constance, la fiabilité et la capacité démontrée de placer les besoins de l'enfant au-dessus des intérêts concurrents. Intérêts concurrents, des mots si formels, et pourtant il décrivait parfaitement 9 anniversaires. Le juge m'a accordé la garde résidentielle principale. Daniel a reçu un temps de parenté structuré, commençant progressivement pendant qu'il suivait une formation parentale et continuait le conseil. Les biens ont été divisés conformément à la loi de l'Ohio. Les responsabilités financières ont été clairement définies. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu. Le tribunal a simplement essayé de construire l'avenir le plus sain possible pour un petit garçon. Après,
les gens n'arrêtaient pas de me demander si je me sentais satisfaite. Ce n'était pas le bon mot. Satisfaite impliquait une célébration. Il n'y avait rien à célébrer. Une famille s'était effondrée. Même lorsqu'un divorce est nécessaire, il porte toujours le deuil. En quittant le palais de justice, Daniel m'a rattrapé sur les marches de l'entrée. Il n'était plus en colère. Il avait l'air épuisé. J'ai regardé les vidéos. J'ai froncé les sourcils. Quelles vidéos? Les anniversaires. Suzanne avait soumis plusieurs vidéos de famille comme preuve. Je ne les avais pas regardées moi-même depuis des années. Daniel a dégluti difficilement. Je n'avais jamais remarqué la chaise. La chaise? Ma chaise. Il s'est frotté les yeux. Chaque vidéo. Il y a une chaise vide à côté d'Ethan. Aucun de nous n'a parlé. Je n'arrêtais pas de me dire que manquer un après-midi n'était pas grave. Sa voix s'est brisée. Puis j'ai regardé 8 anniversaires en 20 minutes. Il a couvert son visage d'une main. Je ne manquais pas des après-midi. Non. Je manquais son enfance. La prise de conscience a frappé avec une force qu'aucune décision de justice ne pourrait jamais égaler. Des mois plus tôt, Daniel aurait blâmé le travail, ou moi, ou les circonstances. Maintenant, il ne se blâmait que lui-même. C'était douloureux à voir. Mais c'était aussi la première chose honnête que j'avais vue de sa part depuis des années. Alors qu'il se tenait là sur les marches du palais de justice, les épaules courbées sous le poids de ses propres choix, j'ai compris quelque chose d'important. Le juge ne lui avait pas enlevé sa famille. Ses propres priorités l'avaient fait. Le tribunal avait simplement écrit ce que ses actions disaient déjà depuis près d'une décennie. Le divorce est devenu définitif au début du printemps. À ce moment-là, la paperasse légale était terminée. Les signatures étaient sèches. Les ordonnances du tribunal avaient été classées. Les amis n'arrêtaient pas de me dire, « Maintenant, tu peux passer à autre chose. » J'appréciais ce qu'ils voulaient dire, mais passer à autre chose n'est pas quelque chose qui arrive parce qu'un juge signe un document. C'est quelque chose qui arrive un jour ordinaire à la fois. Vous vous réveillez, préparez les déjeuners pour l'école, allez au travail, payez les factures, aidez aux devoirs. Lentement, presque sans le remarquer, la vie recommence à ressembler à la vie. Les premiers mois n'ont été faciles pour personne, surtout pour Ethan. Même s'il avait vu notre mariage s'effilocher pendant des années, le divorce signifiait quand même un changement. Il avait maintenant 2 chambres, 2 calendriers, 2 routines. Parfois, il oubliait quel sac à dos appartenait où. Parfois, il demandait si nous pouvions tous dîner ensemble juste pour une fois. Ces moments me brisaient le cœur. Non pas parce que je voulais que Daniel revienne, mais parce qu'aucun enfant ne rêve de grandir entre 2 maisons. J'ai toujours répondu honnêtement. Nous t'aimons tous les deux. Cette partie n'a jamais changé. Elle a simplement une apparence différente maintenant. Le tribunal a exigé que Daniel suive un programme d'éducation parentale avant d'étendre son temps de parenté. À ma surprise, il ne s'est jamais plaint. Il a assisté à chaque cours, chaque rendez-vous de conseil, chaque réunion. Au début, j'ai supposé qu'il essayait simplement d'impressionner le juge. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Les audiences se sont terminées. Le tribunal a cessé de regarder, et Daniel a continué. Un samedi matin, je suis arrivé tôt au terrain de la petite ligue d'Ethan. Les parents dépliaient des chaises de jardin. Les enfants poursuivaient les fausses balles pendant l'échauffement. J'ai repéré Daniel assis seul du côté de la 3e base. Il était déjà là. Café dans une main, carnet de pointage dans l'autre. Quand Ethan a couru sur le terrain et l'a remarqué, son visage s'est illuminé. « Tu es venu. » Daniel a souri. « Je t'ai dit que je viendrais. » Ce n'était pas un grand moment. Pas de musique dramatique, pas de discours émouvants, juste un père assis dans les gradins. Mais après des années de promesses vides, ce moment ordinaire semblait extraordinaire. La constance a continué. Il a assisté aux conférences parents-professeurs, aux foires scientifiques, aux concerts de l'orchestre, aux rendez-vous chez le médecin. Pas parfaitement. Aucun parent n'est parfait, mais de manière constante. Quand le travail créait des conflits, il appelait des jours à l'avance au lieu de disparaître à la dernière minute. S'il promettait le samedi matin, il arrivait le samedi matin, parfois 10 minutes en avance.
La plus grande différence n'était pas visible. Elle était émotionnelle. Ethan a lentement cessé de regarder vers le parking toutes les 5 minutes. Il ne s'attendait plus à la déception. La confiance est revenue de la même manière qu'elle avait disparu. Tranquillement, une promesse tenue à la fois. Un soir, Daniel m'a appelé. « Pouvons-nous parler ?» J'ai hésité. À propos d'Ethan. J'ai accepté de le rencontrer dans un petit café à mi-chemin entre nos quartiers. Pendant quelques minutes gênantes, nous avons discuté des horaires scolaires, du camp d'été, de l'inscription au baseball. Puis Daniel a pris une profonde inspiration. « Je te dois des excuses. » Je l'ai regardé. « Tu n'es pas obligé. » « Si, je le suis. » Il a croisé les mains. « Je me suis déjà excusé. » « Oui, mais je m'excusais toujours parce que je voulais quelque chose. » Il a regardé par la fenêtre. « Je voulais le pardon. » Je suis restée silencieuse. « Cette fois, je n'attends rien. » Il a souri tristement. « J'ai juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait. » Je pouvais le voir sur son visage. Pas de la culpabilité. De la responsabilité. Il y a une différence. La culpabilité dit « je me sens mal ». La responsabilité dit « j'ai causé cela ». Je ne peux pas rendre ces années à Ethan, a-t-il continué. Je sais que je ne peux pas te rendre le mariage que j'ai négligé. Non. Mais je peux arrêter de gaspiller les années qu'il me reste avec lui. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Non pas à cause de ses mots, mais parce que ses actions disaient déjà la même chose depuis des mois. Alors que l'été se transformait en automne, la coparentalité est devenue moins gênante. Nous avons appris à communiquer sans rouvrir de vieilles blessures. Courriel de l'école, calendrier partagé, planification d'anniversaire, horaire des vacances. Nos conversations sont devenues pratiques au lieu d'être douloureuses. Les gens demandaient parfois si nous étions redevenus amis. La réponse était non. L'amitié n'était pas l'objectif. Le respect l'était, et le respect s'est avéré bien plus précieux. Puis août est arrivé, le 10e anniversaire d'Ethan. Pendant des semaines, je me suis surprise à être nerveuse. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une partie de moi s'attendait encore à ce qu'un téléphone sonne. Une urgence de dernière minute. Une autre chaise vide. Même après tout ce qui avait changé, la peur murmurait que l'histoire se répéterait. Le matin de la fête, je me suis réveillé avant le lever du soleil. À 8 heures, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. C'était Daniel. Il portait 2 sacs remplis de ballons et d'assiettes en carton. Je me suis dit que je pourrais aider à installer. Je me suis écarté. Entre. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé comme 2 parents se préparant pour le jour le plus heureux de leur fils. Pas de tension, pas de faux-semblants, juste de la coopération. Daniel est monté sur des échelles pour accrocher des serpentins. Il a fait griller des hamburgers. Il a disposé des chaises. Quand Ethan est descendu et a vu que tout était prêt, ses yeux se sont écarquillés. « Vous avez tous les deux travaillé toute la matinée. » Daniel a souri. « Nous avons un client important aujourd'hui. » Ethan a ri. « Qui ? » ?»« Toi. » La course est remplie de visages familiers. Madame Donnelly a serré Ethan dans ses bras. Le coach Ramirez a défié les enfants à un match de wiffle-ball. Megan a distribué de la crème glacée. L'après-midi s'est déroulé exactement comme les anniversaires devraient se dérouler. Simple, désordonné, joyeux. Puis 14 heures est arrivé. Sans réfléchir, j'ai regardé vers Daniel. Ethan aussi. Daniel l'a remarqué. Il a souri, a mis la main dans sa poche, a sorti son téléphone, l'a éteint complètement, puis l'a placé dans le tiroir de la cuisine. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Personne n'a applaudi. Personne n'a dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Certains moments parlent d'eux-mêmes. Nous avons chanté Joyeux anniversaire. Daniel se tenait à côté d'Ethan. Pas une chaise vide, pas une excuse, pas une autre promesse, un père présent. Après l'ouverture des cadeaux, après que les voisins soient rentrés chez eux, après que les dernières assiettes en carton aient été jetées, nous avons tous les 3 tranquillement nettoyé la cour ensemble. Le soleil commençait à se coucher.
Une lumière dorée se déversait sur la pelouse. Ethan a transporté une glacière vide dans le garage. Puis il s'est tourné vers Daniel. « Papa. »« Oui, mon pote. Tu es resté. » Les yeux de Daniel se sont remplis de larmes presque instantanément. « Oui. » Ethan a passé ses bras autour de lui. Daniel l'a serré dans ses bras, le tenant comme s'il ne voulait plus jamais le laisser partir. « Moi aussi, » a murmuré Daniel. « Je continuerai à rester. » Je me tenais sur le porche arrière en les regardant. Il fut un temps où je croyais que la vengeance signifiait faire souffrir Daniel autant qu'il m'avait fait souffrir. J'avais tort. La vraie vengeance n'était pas de prendre la maison. Ce n'était pas de gagner au tribunal. Ce n'était pas de regarder sa seconde vie s'effondrer. La vraie vengeance était de refuser de laisser ses choix définir l'avenir de notre fils. La justice avait tenu Daniel pour responsable. Le temps l'avait forcé à se regarder en face. La constance avait regagné un petit morceau de la confiance d'Ethan. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée autrefois. C'était mieux parce que cela donnait à notre fils quelque chose qu'aucun tribunal ne pourrait jamais ordonner. L'espoir. Aujourd'hui, Ethan est plus âgé. Il se souvient encore de ses anniversaires où son père partait tôt. Les enfants n'oublient pas les déceptions qui ont façonné leur cœur. Mais il se souvient aussi de l'anniversaire où son père est resté. Ce souvenir est devenu le début d'une histoire différente. Si cette histoire vous laisse avec une pensée, que ce soit celle-ci. Les enfants se souviennent rarement du prix de leurs cadeaux. Ils se souviennent de qui était assis à côté d'eux quand ils ont soufflé les bougies. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui compte sur vous, soyez présent, pas une fois, pas quand c'est pratique, mais encore et encore, parce que l'amour se mesure bien plus en présence qu'en promesse. Et si vous avez déjà été le parent qui est resté, l'enfant qui a attendu, ou même la personne qui a dû se reconstruire après une trahison, j'espère que cette histoire vous rappelle que la guérison est possible, mais elle commence par la vérité, la responsabilité et une action constante. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi.